Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler des 5 choses que j'ai apprises en travaillant pour un gros réalisateur, entre autres, là, qui a réalisé les premiers albums de Camaro, les premiers albums de Shine, qui a travaillé avec beaucoup de gros artistes. Moi, j'ai travaillé pour quelques mois pour ce réalisateur-là, fin 2013, début 2014. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises qui me suivent encore aujourd'hui, qui me sont encore utiles. Puis c'est des éléments que moi, je veux vous partager si justement c'est une chose qui vous intéresse. Première chose, premier élément, c'est que sur les grosses prods pop, il y a très souvent une équipe derrière une chanson. On a souvent une première personne qui va faire la structure, qui va faire, disons, le beat, la plupart des claviers, la plupart des arrangements. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on fonctionnait souvent dans le studio. On avait une personne qui n'était pas le réalisateur, qui faisait une grosse partie de la job, qui avait été formée justement par le réalisateur. Après ça, le réal arrivait, écoutait la chanson, retravaillait la structure, ajoutait des guitares, rajoutait des éléments. Et des fois, on faisait appel, des fois, à une troisième team, soit des spécialistes de clavier, des gens qui sont vraiment bons pour soit trouver des tons de clavier super originaux, qui vont être bons dans les accords, pour trouver des accords plus riches, pour bonifier la chanson. Ou encore, on amenait un artiste, un chanteur, une chanteuse, pour soit faire le texte, soit faire la mélodie, soit les deux, avant que ça soit présenté à l'interprète. Fait qu'on a à ce moment-là des gens qui se spécialisent dans certains aspects de la chanson pour vraiment faire une prod qui va être super solide. Puis quand on est dans des prods là, comme Beyoncé, ben là, des fois, on va avoir une équipe par section. On va avoir une personne ou un team pour le couplet, un team pour le refrain, un team pour le bridge. Ça peut aller très très loin. Vous, à la maison, si jamais vous êtes toujours seul à faire vos productions puis que vous voulez amener ça à un autre niveau, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver une personne qui va avoir des talents autres que vous, qui va vous permettre d'amener ça ailleurs. Fait que si, mettons, que vous n'êtes pas guitariste puis que vous faites des prods qui vraiment gagneraient à avoir des guitares, ben faites vos prods puis envoyez votre prod à la personne qui joue de la guitare en disant « Hey, y a-tu des parts qui t'inspireraient, que tu voudrais faire? » Ou encore une fois au clavier, si jamais vous avez des accords qui sont généralement relativement simples, si vous êtes limité techniquement pour le clavier, ben trouvez-vous un claviériste qui a du talent, qui a plus de talent que vous en tout cas, puis qui va à ce moment-là ben, avoir des accords peut-être un petit peu plus riches, qui va amener ça à un autre niveau. C'est toujours bien d'avoir des gens avec qui vous pouvez bouncer des idées pour encore une fois sortir un petit peu de votre bulle et aussi pallier à vos limitations techniques. Ça, c'est super important. Deuxième conseil, si jamais vous avez des doutes sur un élément de la prod, ne jamais balayer ça sous le tapis. Moi, c'est une chose que j'ai apprise à la dure durant mon passage dans ce studio-là. C'est que des fois, j'avais des doutes sur justement le mix de la voix. Des fois, je n'étais pas certain. Des fois, je n'avais pas nécessairement justement de piste de solution pour résoudre le problème. Puis des fois, on ne sait pas. Des fois, notre instinct nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on sait pas quoi. Et tu sais, on se dit, bon, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais des fois, justement, ben moi, le réalisateur arrivait et faisait, ben non, ça n'a pas de crise de sens. Fait que ça, vraiment, faut apprendre à se fier à notre instinct, puis c'est pas facile. Et justement, ne mettez pas de côté quand il y a des éléments qui fonctionnent pas. Et un truc que j'ai déjà donné dans le passé, c'est écouter vos chansons, vos productions avec quelqu'un d'extérieur, un ami, une connaissance, qui va écouter votre chanson avec vous, parce que le fait d'avoir un regard extérieur lorsqu'on écoute une de nos productions, on est rapidement beaucoup plus mal à l'aise s'il y a des éléments qui fonctionnent pas et ça va mettre vraiment en évidence ce qui cloche dans la chanson parce qu'on va rapidement avoir le feeling qu'on doit justifier certains passages en disant « Ah non, ça c'est pas correct » puis on devrait pas justement avoir à justifier certains éléments qui fonctionnent pas lorsqu'on écoute une prod, c'est supposé d'être tout là. Des fois, on n'a pas de piste de solution, hein. Fait qu'il faut expérimenter, faut essayer, mais faut juste ne pas mettre ça de côté et ne pas oublier les problèmes parce qu'on finit généralement avec le temps par s'habituer à peu près tous les problèmes là, dans un mix. Troisième élément, prenez toujours le temps de faire des prises de voix les plus solides possibles, même si le processus est pénible, même si vous êtes rendu à 53 prises de la même chanson. Puis ça, c'est un élément justement que lorsqu'on enregistre, à un moment donné, on se tanne, tu sais, ça peut arriver que passer là, une dizaine de prises sur une chanson, on se dit, bon,
on va comper, puis on va auto-tuner le plus possible, puis that's it, là, tu sais. Mais des fois, ça prend plus qu'une session d'enregistrement pour faire une bonne prise de voix, surtout si on n'est pas habitué à la mélodie, si on n'est pas tout à fait juste, si le timing n'est pas toujours bon. Arranger ça au mix, c'est vraiment la pire chose à faire. Puis pour avoir justement, même si on édite la voix, même si on l'auto-tune dans la majorité là, des grosses productions pop, ça nous prend quand même une prise qui déjà est sur la coche. C'est pour ça que les grandes chanteuses, justement, à la Beyoncé, les prods, des fois, les voix sont malades parce que là, la prise est vraiment très bonne. Et après ça, on ajoute de l'édition, du nettoyage des bruits de bouche, de respiration, de l'autotune lorsque c'est nécessaire. Et là, on a une prise de voix qui est vraiment solide. Quatrième élément, l'importance du layering et des transitions. Quand je parle de layering, là, c'est d'apprendre vraiment à builder, à faire grossir les refrains, soit en rajoutant un deuxième kick, une autre piste de clap, des guitares, mais c'est important que votre refrain fasse ça, justement. C'est important de faire grossir le refrain et à l'opposé aussi, il faut pas avoir peur d'enlever des éléments durant les couplets. Des fois, on a justement cette peur-là de pas qu'il n'y ait pas assez d'éléments, puis on veut comme mettre toute la sauce tout le temps parce qu'on a peur que l'auditeur s'ennuie, mais c'est super important d'enlever des éléments durant les couplets pour que justement le refrain puisse exploser. Et pour qu'un refrain explose encore plus, les transitions sont super importantes. Des fois, c'est des white noise avec lesquels on joue avec un filtre qui est envoyé dans la reverb. Des fois, ça va être un fill de snare. Des fois, ça va être aussi d'enlever des éléments puis après ça, rajouter un genre de petit pétap ou piche, puis de faire exploser. Fait qu'il y a plein de façons pour créer des transitions couplet-refrain. Ça, c'est à vous, justement, d'explorer l'infinitude des possibilités. Mais on ne pouvait pas juste avoir un refrain qui arrive tout simplement sans aucune forme de progression, de transition entre le couplet-refrain. Fait que travailler vos transitions, c'est super important. Puis coupler avec le layering pour faire exploser vos refrains, c'est là que vous allez avoir des chansons qui vont être solides. Et finalement, cinquième et dernière chose, dont j'ai déjà parlé probablement là, dans le passé, dans d'autres capsules, c'est que le matériel a vraiment pas d'importance. Là. Dans le studio que j'ai travaillé, là, c'était la pornographie du matériel. Là, on avait des Barefoot, on avait des Adam A6, je pense, ou S6, en tout cas les gros haut-parleurs là, de 300 livres chaque. On avait des strips SSL, des sommateurs Manley à lampe, le compresseur Shadow Hill, des U47 pour la voix. Bref, on avait du gros matériel, mais la philosophie, c'était quand même, si toutes les stations de travail sont prises, tu prends un laptop, des headphones, parce que ce réalisateur-là, le premier single, Femme Like You, avec Camaro, qui a vendu des millions, ça a été fait avec un laptop, des haut-parleurs M-Audio vraiment de base dans un appartement à Montréal. Si vous avez des contraintes dans votre matériel, ne vous battez pas avec ces contraintes-là, mais allez plutôt dans la direction des contraintes. Par exemple, si vous avez uniquement un microphone Fisher-Price pour enfants, un microphone jouet pour faire vos prises de voix, faites des voix low-fi puis ça va devenir l'esthétique de votre album, tu sais. Si sur vos chansons, vous avez de la batterie acoustique, mais vous pouvez pas enregistrer de la batterie acoustique, apprenez à devenir bon au clavier, à jouer de la batterie pour que ça soit réaliste. Bref, ne vous battez pas avec votre matériel, mais apprenez tout simplement à exploiter les forces et les faiblesses de votre matériel pour que ça fonctionne puis que ça soit cool au bout du compte. Alors c'est tout pour aujourd'hui les amis. Moi je serais curieux de savoir lequel de ces conseils a le plus résonné, vous parle le plus. Écrivez-moi ça dans la section commentaires, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.